Bonjour, alors dans cette vidéo, nous allons parler d'impédance. Alors l'impédance, qu'est-ce que c'est? On pourrait facilement imaginer dans une pièce de théâtre, mais quelle impédance de me parler sur ce ton. Mais ici, c'est en lien évidemment avec le régime sinusoïdal permanent, et en fait l'impédance, plus précisément l'impédance complexe, eh bien ça va être en quelque sorte la carte d'identité d'un dipôle linéaire, c'est-à-dire comment se comporte un dipôle linéaire dans un régime sinusoïdal permanent. Et encore plus précisément, ça va être quel est le lien entre l'intensité qui le traverse et la tension qui est à ses bornes. Alors pourquoi on introduit la notion d'impédance complexe? Eh bien, déjà, comme on vient de le dire, ça permet de caractériser un dipôle en régime sinusoïdal permanent. Et puis en plus, ça va nous permettre de résoudre les problèmes souvent plus simplement. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, eh bien, quand on s'intéressait à une grandeur, par exemple une tension au bord d'un dipôle, eh bien, il fallait déterminer l'équation différentielle portant sur cette grandeur. Et ce n'était pas forcément évident, notamment dès qu'il y a plusieurs mailles dans le circuit. Eh bien, on va voir que grâce aux impédances, grâce à des petites astuces de calcul, eh bien, ça va être beaucoup plus rapide et plus simple. Donc, dans ce cours, il va y avoir donc deux parties. D'abord, qu'est-ce que c'est que l'impédance complexe? À partir de la définition, trouver l'impédance complexe des dipôles élémentaires. Et puis donc, ensuite, on verra comment déterminer l'impédance complexe d'un ensemble de dipôles linéaires. Et puis ensuite, comment utiliser l'impédance complexe donc, dans des problèmes. Alors, l'impédance, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Parce que quand on achète notamment des écouteurs, eh bien, quand vous regardez les spécifications, les caractéristiques, eh bien, il y a justement l'impédance. Elle est ici. Alors c'est petit ici, on a l'impression qu'il est marqué 36 ohms. Donc c'est vraiment l'une des rares caractéristiques. Donc ça doit être un truc important. Alors on remarque ici c'est en ohms. Alors on va voir pourquoi c'est en ohms alors que ça ne s'appelle pas résistance. Alors vous en avez peut-être aussi entendu parler pour les balances. Les balances, on les appelle parfois des impédances mètres. Alors, en tout cas, ce type de balance, c'est-à-dire des balances qui non seulement mesurent votre masse, mais également votre composition corporelle, c'est-à-dire quel est votre taux de graisse, votre taux de muscle, etc. Bon, c'est pas très précis, mais l'idée, c'est que vous avez donc des électrodes là, donc qui, lorsque vous mettez vos pieds dessus, eh bien, vont appliquer une tension sinusoïdale donc à vos deux pieds. Et du coup, votre corps va être dans un régime sinusoïdal permanent électrique. Et l'appareil va mesurer du coup la tension appliquée et l'intensité qui traverse votre corps et en déduire votre impédance, on va voir comment. Et ensuite, à partir de l'impédance, eh bien, il y aurait une relation avec du coup la composition corporelle. Si ça vous intéresse, il y a des vidéos sur YouTube là-dessus. Alors, donc commençons par définir ce qu'est l'impédance, d'où ça vient. Donc en fait, l'idée, c'est d'utiliser l'analogie avec la résistance. Donc on sait que pour une résistance, eh bien, euh, sa caractéristique, c'est quelle que soit la forme de la tension ou de l'intensité, eh bien U égale R fois I. Donc quand je dis la caractéristique, c'est le lien entre intensité et tension à ses bornes. Donc pour une résistance, pour un dipôle résistif, eh bien, quelle que soit la forme de la tension, eh bien, on aura toujours une proportionnalité entre U et I. Donc si je fais un graphe moche, si vous avez une tension aux bornes de la résistance au cours du temps qui est comme ceci, eh bien l'intensité, ça sera une image de cette tension. Bon, je fais comme je peux. Voilà, donc l'intensité en fonction du temps. Donc elle va suivre exactement la tension, l'intensité, puisqu'il y a une proportionnalité entre les deux. Et donc notamment lorsqu'on est en régime sinusoïdal, mais c'est un cas particulier pour la résistance, si la tension est comme ceci, eh bien l'intensité sera elle aussi proportionnelle, donc elle sera elle aussi. Oh là là, complètement raté. Hop. Bon,
il y aura des courbes un peu plus belles tout à l'heure, tracées par l'ordinateur, parce que là, c'est vraiment moche. Voilà, donc il y a une proportionnalité, donc l'amplitude de l'intensité, c'est égal à l'amplitude de la tension sur R. Voilà, donc on est un petit peu, entre guillemets, jaloux pour les autres dipôles, parce que pour les autres dipôles, par contre, la relation entre l'intensité et la tension, ce n'est plus une relation de proportionnalité. Par exemple, si on prend l'intensité dans un condensateur, I égale CdU sur dt, eh bien, selon la forme de la tension, eh bien, l'intensité sera très différente. Par exemple, si la tension aux bornes du condensateur est constante, eh bien, on a une intensité qui est nulle, puisque la dérivée est nulle. Alors que si, par exemple, vous avez la tension qui varie de manière quadratique, c'est-à-dire avec le temps au carré, eh bien l'intensité, elle va augmenter linéairement. Donc on voit que la forme de l'intensité, elle va fortement dépendre de la forme de la tension. Alors, ce qui va se passer, c'est que en régime sinusoïdal permanent, eh bien, grâce à l'utilisation des grandeurs complexes associées, eh bien, en fait, on va être capable, pour tous les dipôles linéaires, eh bien, de poser cette proportionnalité entre U et I, alors avec les grandeurs complexes, donc entre U bar de T et I bar de T. Donc c'est ce qu'on va poser. On va supposer qu'il y a toujours proportionnalité entre U bar de T et I bar de T en régime sinusoïdal permanent. Et le coefficient de proportionnalité entre les deux, eh bien, c'est ce qu'on va appeler l'impédance complexe. Et donc on voit que ça a vraiment le même rôle que la résistance, sauf que ici, ça ne sera valable qu'en régime sinusoïdal permanent avec les grandeurs complexes associées. Donc voilà la définition de Z, c'est U bar égale Z bar fois I bar. Et donc tout de suite, en faisant les dimensions, eh bien, on voit bien que la dimension de Z, eh bien, c'est une résistance. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, là dans la fiche du casque, eh bien, Z était en ohms. Alors, maintenant qu'on a posé cette définition, on va quand même voir du coup les caractéristiques de Z. Qu'est-ce que contient Z comme information? Alors avant ça, déjà montrons que Z est bien une constante. Là ici c'est U bar de T égale Z bar, qui n'est pas une fonction du temps, fois I bar de T. Alors ici on est en régime sinusoïdal permanent, donc ça veut dire que U bar de T s'écrit de manière générale U0 bar, donc une constante, l'amplitude complexe, exponentielle, J oméga T. De même, I bar de T, ça s'écrit I0 bar, donc son amplitude complexe, exponentielle, J oméga T. Du coup, quand j'écris la relation qui donne la définition de Z bar, eh bien on a U0 bar exponentielle J oméga T est égal à Z bar fois I0 bar exponentielle J oméga T. On a donc les exponentielles J oméga T qui se simplifient, et on a donc Z bar qui est égal à U0 bar sur I0 bar qui sont des constantes. Donc Z bar est un rapport de deux constantes, donc fait elle aussi une constante. Donc ça veut dire que ça ne va pas dépendre du temps. Alors par contre, est-ce que c'est une constante dans l'absolu? Eh bien là non. On va montrer que pour la plupart des dipôles, eh bien l'impédance complexe va dépendre de la fréquence d'excitation. Mais pour une fréquence donnée, eh bien l'impédance aura une valeur donnée. Et ça dépendra évidemment également des propriétés des dipôles. Alors continuons. Donc maintenant j'aimerais savoir ce que contient comme information Z bar. Eh bien, si on exprime ce que sont U0 bar et I0 bar. U0 bar donc, et I0 bar sont les amplitudes complexes, donc U0 bar c'est U0 exponentielle J phi U, donc l'amplitude de la tension aux bornes du dipôle considéré, exponentielle J fois la phase à l'origine. Et même chose donc pour I0 bar, c'est I0 exponentielle J phi. Alors, si je mets ensemble les amplitudes et je mets ensemble les exponentielles qui contiennent les phases à l'origine, eh bien ça devient U0 sur I0 exponentielle J phi U moins phi I. Donc c'est-à-dire le déphasage entre la tension aux bornes et l'intensité qui traverse le dipôle. Donc c'est ce que j'ai réécrit ici. Ainsi, on voit bien que
Ah, par contre, il manque le J ici. Hop. Donc on voit bien que z bar est écrit ici sous forme trigo ou exponentielle, avec ce qui est devant l'exponentielle, c'est le module. Donc si on fait le module de z bar, eh bien on a U0 sur I0, ce qui est écrit ici, c'est-à-dire le rapport entre l'amplitude de la tension et l'amplitude de l'intensité qui la traverse. Et par contre, si je fais l'argument de z bar, eh bien j'ai directement phi u moins phi, c'est-à-dire le déphasage de la tension et de l'intensité. Et donc on voit bien que z bar contient du coup le comportement du dipôle en régime sinusoïdal permanent, puisque ça va nous donner en même temps eh bien, le rapport entre l'amplitude de la tension et l'amplitude de l'intensité. Donc est-ce que, par exemple, l'intensité va être forte pour une tension donnée? Bien, ça va dépendre de l'impédance. Et ça contient également du coup le déphasage entre l'intensité et la tension. Et alors ça peut paraître peut-être un peu moins important que le rapport des amplitudes, mais en fait c'est extrêmement important parce qu'on peut montrer, c'est pas au programme, mais on peut montrer que la puissance qui est utilisée par le dipôle eh bien, dépend directement de ce déphasage. Donc c'est vraiment très important. Voilà, donc l'impédance contient ces deux informations. Alors maintenant, donc, on a introduit l'impédance de manière un petit peu abstraite pour n'importe quel dipôle linéaire. Eh bien, on va voir l'expression de l'impédance pour les trois éléments de base. Alors, on va commencer par la résistance. Donc, on sait que, quel que soit eh bien, le régime, on a U égale RI. Donc, forcément, en régime sinusoïdal permanent, on va avoir U bar de T qui va être égal à R fois I bar de T. Là, c'est immédiat. Donc, par identification, eh bien, on a Z bar pour une résistance qui est égale à la résistance. Ainsi, lorsque on regarde eh bien, la tension et l'intensité donc pour une résistance de 100 ohms et une fréquence de 100 Hz, eh bien voilà ce qu'on obtient. Ici, donc j'ai multiplié l'intensité par 50, sinon elle est trop écrasée sur le même graphe. Donc ce qu'on remarque, c'est que, bon ici il n'y a pas, c'est pas très précis pour la mesure, mais là bon, on va dire on a 5 d'amplitude pour l'intensité. Donc on a une tension, alors ça doit pas être 50, ça doit être... Ah si, oui, pardon, excusez-moi, j'ai bugué. Donc on a ici 5 pour l'intensité, et vu que c'est multiplié par 50, ça veut dire qu'on a I0 qui vaut en fait 0,1 ampère, et on a U0 ici qui vaut 10 volts. Donc on a bien un rapport entre U0 et I0 qui vaut 100. Et 100, eh bien, c'est bien la valeur de R qui est bien le module de Z. Donc, je vous rappelle, hein, on a vu que le module de Z, c'était le rapport des intensités, le rapport de l'amplitude de la tension sur l'amplitude de l'intensité. Donc c'est bien cohérent. Et ici, donc j'ai fait à une autre fréquence, et on voit que, évidemment, la fréquence change, puisqu'on a changé la fréquence, mais par contre, les amplitudes de U0 et de I0 ne changent pas. Donc c'est logique, parce qu'en changeant la fréquence, eh bien, ça ne change pas la valeur de R, donc on a la même chose. Donc là, on a les graphes en temporel, on aurait aussi pu faire en Fresnel. Donc en Fresnel, eh bien, si on a I qui est comme ça, eh bien on a U qui va être comme ça, U à l'instant T. Donc les deux sont dans la même direction puisqu'il n'y a pas de déphasage entre U et I. Voilà. Et là, même chose à 500 Hz, il n'y a pas de déphasage et ils ont la même taille relative. Voilà, donc ça à retenir. Pour une résistance, l'impédance complexe c'est R, donc le module c'est R, et il n'y a pas de déphasage. On va quand même l'écrire. Et donc, argument de Z, c'est 0, et l'argument de Z, c'est le déphasage entre U et I. Voilà, donc on a bien une cohérence entre ce qu'on a dans les calculs à partir de Z bar, et donc les représentations, que ce soit en temporel ou avec Fresnel. Alors ensuite, pour un condensateur, donc de manière générale, l'intensité qui rentre dans un condensateur, donc
en convention récepteur, c'est ça. Donc si on utilise les grandeurs complexes associées en RSP, donc on a I bar de t qui est égal à C fois D de UC bar sur dt. Or, la dérivée temporelle en RSP pour une grandeur complexe, ça revient à multiplier par j oméga. Voilà. Voilà. Or, on a posé que U bar, c'était Z bar fois I bar. Donc, il faut ici que j'inverse, puisque ici j'ai I bar en fonction de U bar. Or, dans la définition, on a U bar. Alors, soit j'inverse ça, soit j'inverse ça. Hein, c'est vrai que ça revient au même. Hein. On a donc I bar de t qui est égal à U bar de t sur Z bar. Voilà, donc ça veut dire que par identification, eh bien, JC oméga, c'est 1 sur Z bar. Donc, on en déduit que Z bar pour un condensateur idéal, eh bien, c'est 1 sur JC oméga. Et donc ici, l'impédance complexe d'un condensateur dépend de oméga. Donc à partir de ça, on en déduit le module. Donc le module ici, c'est le module d'un imaginaire pur. Donc c'est 1 sur C oméga. Et l'argument, eh bien c'est moins pi sur 2. Et donc rappelons que le module c'est U0 sur I0 et l'argument c'est le déphasage de I par rapport à U. Alors donc ici j'ai tracé à l'ordinateur, donc en temporel, la tension et l'intensité pour un condensateur de capacité 1 microfarad, une fréquence de 100 Hz, c'est ici même chose mais pour une fréquence de 500 Hz. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on remarque déjà que donc, la courbe verte est en avance par rapport à la courbe bleue, est en avance, de pi sur 2. Puisque lorsque la courbe bleue est max, la courbe verte est nulle, et lorsque la courbe verte est max, la courbe bleue est nulle. Donc on a bien un déphasage de pi sur 2, d'un quart de période, en quadrature de phase avance. Donc la courbe verte, c'est l'intensité, du coup, ça veut dire que l'intensité est en avance d'un quart de période, donc de pi sur 2, par rapport à la tension. Mais ici, ce qu'on a, c'est le déphasage de la tension par rapport à l'intensité. Donc ici, la tension par rapport à l'intensité, puisqu'il y a un signe moins, eh bien la tension est en retard de pi sur 2 par rapport à l'intensité. Donc c'est bien ce qu'on a. La tension en bleu est en retard par rapport à la courbe verte, donc par rapport à l'intensité de pi sur 2. Donc c'est bien cohérent. Alors ensuite, on ne va pas faire l'application numérique pour vérifier le module de l'impédance, c'est-à-dire U0 sur I0. Par contre, ce qu'on voit, et ce qui est très important, c'est que l'impédance donc, diminue lorsque la fréquence augmente. Donc si l'impédance diminue, si je garde le même U0, ce qui est le cas ici, j'ai pris U0 égale 10 volts pour les deux cas. Par contre, j'ai augmenté la fréquence dans le second cas. Donc, si U0 reste pareil, mais que j'augmente l'impédance, eh bien, ça veut dire que I0 va augmenter. Okay, puisque l'impédance diminue lorsque j'augmente la fréquence, donc j'augmente oméga. Et donc, pour que l'impédance diminue, si U0 est constant, eh bien, il faut que I0 augmente. Eh bien, c'est bien le cas. Pour une plus grande fréquence, eh bien, l'intensité est plus grande, tout en restant en avance de pi sur 2 par rapport à la tension. Donc je résume. On va résumer même avec un Fresnel, ce sera plus simple. Donc si je trace ici la tension, à un instant t, eh bien l'intensité est en avance par rapport à la tension. Voilà. Mais l'impédance dépend de la fréquence, et on vient de démontrer que plus la fréquence est grande, plus l'intensité sera grande. C'est ce qu'on a ici, et donc du coup en Fresnel, on a toujours une avance de pi sur 2, mais simplement l'intensité sera plus importante pour une plus grande fréquence.
Donc ici, j'aime bien marquer que le déphasage de I par rapport à U, c'est plus pi sur 2. Et c'est bien cohérent, parce que là, c'est le déphasage de U par rapport à I qui vaut moins pi sur 2. Voilà pour le condensateur, donc c'est quelque chose à connaître par cœur, c'est l'impédance du condensateur, 1 sur JC oméga. Donc, impédance de la résistance, c'est R, l'impédance du condensateur, c'est 1 sur JC oméga, et donc ça dépend directement de la fréquence. La bobine idéale. Donc la bobine idéale, c'est juste une inductance. Donc là, on a UL, on a IL. Et donc je vous rappelle qu'on a UL est égal à L fois DIL sur DT, quel que soit le régime en convention récepteur. Donc, comme on a fait tout à l'heure pour la bobine, on se place en RSP, on passe aux grandeurs complexes associées. On dérive, donc ça revient à multiplier par J oméga. Donc on a UL bar de T qui est égal à JL oméga fois I bar de T. Or, je vous rappelle qu'on a posé que U bar c'était Z bar fois I bar. Donc ici, on a directement, par identification, l'impédance complexe d'une bobine idéale, donc d'une inductance pure, eh bien c'est égal à JL oméga. Donc ça aussi, il faut connaître par cœur. Donc on remarque que c'est l'inverse de l'impédance d'un condensateur. L'impédance d'un condensateur, c'est 1 sur blabla, alors que l'impédance de la bobine, c'est directement blabla. C'est au numérateur, alors que là, c'est au dénominateur. Donc c'est JL oméga. Alors, si je fais le module, donc ça donne L oméga, et on rappelle que le module de Z bar, pardon, c'est I0, et l'argument, c'est égal à plus pi sur 2, et l'argument de Z bar, c'est le déphasage de... je bug là, c'est le déphasage de U par rapport à I. Voilà. Donc, U par rapport à I est en avance cette fois-ci. C'est bien ce qu'on voit ici. La courbe bleue qui est pour U est en avance par rapport à la courbe verte qui est I. Et toujours en avance de pi sur 2, puisqu'on voit bien que lorsque U est max, I est nul. Lorsque I est max, U est nul. Donc c'est bien un déphasage de pi sur 2. Et ici, c'est un déphasage de plus pi sur 2 de U par rapport à I. Donc si je fais Fresnel, eh bien, U est en avance, donc I est en retard, de pi sur 2. Donc attention, hein, c'est parce que j'ai pas la même référence ici, c'est pour ça que le signe n'est pas le même. Voilà, et donc si on regarde le module de Z, donc ici c'est L oméga, donc Z augmente avec la fréquence. Donc ça veut dire que si je prends un U0 qui est le même, pour deux fréquences différentes, eh bien plus la fréquence est grande, plus I0 doit être petit, puisque ça doit augmenter avec la fréquence. Donc plus F est grand, plus I0 va être petit pour un U0 fixé. Donc c'est bien ce qu'on a là, pour une fréquence qui est 5 fois plus grande, eh bien l'intensité est 5 fois plus petite en amplitude. Donc si je fais Fresnel, donc je fais la même taille pour U, et donc par contre l'intensité est 5 fois plus petite en restant en retard de pi sur 2. Voilà donc pour ces éléments de base. Donc il faut absolument connaître ces impédances par cœur. Donc pour résumer, ZR c'est R. Donc une résistance n'implique pas de déphasage, n'apporte pas de déphasage entre U et I. Donc voilà, et l'impédance ne dépend pas de la fréquence. Donc la résistance va avoir le même impact quelle que soit la fréquence. Alors ça c'est si on suppose que la résistance elle-même ne dépend pas de la fréquence. Bon, mais en général, c'est une hypothèse, une approximation qu'on fait. Ensuite, un condensateur, lui, va apporter un déphasage entre U et I, et quelle que soit la fréquence, l'intensité est toujours en avance par rapport à la tension. Ça c'est pour le déphasage, et ensuite, l'intensité, elle va être d'autant plus importante que la fréquence est grande. La bobine fait l'inverse en termes de déphasage, et en termes aussi d'amplitude. Donc la bobine fait toujours une intensité qui est en retard par rapport à la tension, en retard de pi sur 2. Et en termes d'amplitude, eh bien l'intensité sera d'autant plus petite que la fréquence
sera grande. Voilà. Alors souvent, il est intéressant d'avoir en tête le comportement basse fréquence et haute fréquence de ces éléments. On va voir après que ça nous permet d'avoir comme ça une idée des grandeurs sans avoir aucune équation à résoudre. Et ça va être pratique dans le dernier chapitre quand on va parler des filtres. Alors, donc l'idée, ça va être de remplacer chaque dipôle par des dipôles équivalents plus simples, à basse fréquence et à haute fréquence. Alors, la résistance, donc on a Z qui vaut R, quelle que soit la fréquence. Donc en fait, une résistance, on ne peut pas vraiment la remplacer par un dipôle plus simple parce que son impédance, c'est toujours R. Donc, à basse fréquence, une résistance reste elle-même. Pas très intéressant. Et c'est évidemment les deux autres qui vont changer. Un condensateur. Donc on a vu que l'impédance d'un condensateur, c'est 1 sur JC oméga. Donc à basse fréquence, donc si la fréquence tend vers 0, eh bien on a l'impédance qui a son module qui tend vers l'infini. Alors ça veut dire quoi une impédance qui tend vers l'infini? Donc il faut se rappeler que l'impédance c'est U0 sur I0. Donc si l'impédance tend vers l'infini, c'est soit que U0 tend vers l'infini, soit que I0 tend vers 0. Alors évidemment, ce n'est pas U0 qui peut tendre vers l'infini, ça va être I0 qui tend vers 0. Voilà. Et ça, c'est quel que soit U0. Quel que soit I0, si I0 tend vers 0, on a bien l'impédance qui tend vers l'infini. Alors, qu'est-ce qu'on connaît comme dipôle pour lequel l'intensité qu'il traverse est nulle, quelle que soit la tension qu'il y a à ces bornes? Eh bien ça, c'est un interrupteur ouvert. Un interrupteur ouvert, c'est bien un dipôle pour lequel, quelle que soit la tension à ces bornes, eh bien l'intensité est nulle. Donc à basse fréquence, eh bien on pourra remplacer un condensateur par un interrupteur ouvert. Maintenant, la bobine idéale, donc inductance pure. Son impédance, c'est JL oméga. Donc à basse fréquence, lorsque F tend vers 0, eh bien, le module de l'impédance complexe tend vers 0. Or, le module de l'impédance complexe donne le rapport entre l'amplitude de la tension et l'amplitude de l'intensité. Donc si ici l'impédance tend vers 0, c'est soit que que l'amplitude de l'intensité tend vers l'infini, ou que U0 tend vers 0. Donc ici c'est forcément U0 qui tend vers 0. Et ce, quelle que soit l'intensité. Physiquement, ça peut être que cette possibilité-là. Une intensité infinie, ça n'existe pas. Donc voilà pourquoi j'en déduis. Donc il y a deux possibilités mathématiques, mais la possibilité physique, c'est U0 tend vers 0. Donc, à nouveau, on va se demander, est-ce qu'on connaît un dipôle pour lequel la tension à ces bornes est nulle, quelle que soit l'intensité qu'il traverse? Bon alors, malheureusement, on n'a pas fait beaucoup de manipulations. Eh bien, ce dipôle existe, c'est un fil idéal. Parce qu'en fait, un fil n'a aucune tension à ses bornes, quelle que soit l'intensité qu'il traverse. Alors ça, c'est un fil idéal. Ou sinon, on peut aussi dire que en fait, c'est l'interrupteur lorsqu'il est fermé. Parce que l'interrupteur fermé, finalement, c'est un fil. Voilà, donc l'idée, c'est que lorsqu'on a un circuit qui contient résistance, condensateur et bobine, et que ce circuit est à très basse fréquence, eh bien on pourra remplacer les condos par
des interrupteurs ouverts et on pourra remplacer les bobines par des fils, grâce à ce qu'on vient de démontrer pour l'impédance. Alors un moyen mnémotechnique, c'est qu'à basse fréquence, eh bien, finalement les dipôles par lesquels on remplace donc les vrais dipôles, eh bien, sont des dipôles qui ressemblent. Donc, par exemple, un condensateur, ça ressemble à un interrupteur ouvert, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien entre les deux pôles. Et une bobine, en fait, c'est un fil qui est enroulé, donc à basse fréquence, on remplace la bobine par le fil. Alors à haute fréquence, donc c'est le contraire. Bon, allez, je vais relativement vite. Donc la résistance, ça reste une résistance, puisque l'impédance ne dépend pas de la fréquence. Pour le condo, donc ZC, c'est 1 sur JC oméga. Donc à haute fréquence, ZC tend vers 0. Et donc on l'a dit, lorsque ZC tend vers 0 en module, eh bien ça veut dire que U0 tend vers 0, quel que soit I0. Alors, reprenez ce qu'on vient de faire. Donc ça veut dire que, eh bien, un condensateur à haute fréquence, c'est un fil. La bobine, ZL, c'est JL oméga, donc à haute fréquence, ça tend vers l'infini. Et donc à ce moment-là, physiquement, la seule possibilité, c'est que l'intensité tend vers 0 en amplitude, quelle que soit la tension. Donc à ce moment-là, eh bien, le dipôle qui correspond à ça, une intensité nulle, quelle que soit la tension, eh bien, c'est un interrupteur ouvert. Voilà, donc le moyen mnémotechnique, c'est de se dire qu'à haute fréquence, c'est le contraire de la basse fréquence. Alors pour finir cette première vidéo, donc, analysons un circuit RLC à basse fréquence et à haute fréquence. Et on va voir que ça nous permet d'anticiper le comportement du circuit RLC à basse fréquence et haute fréquence. Et pour le dernier chapitre, ça nous permet de deviner quel type de filtre on obtient en prenant tel ou tel signal. Alors donc, on a une résistance, une bobine idéale, et un condensateur, donc le tout étant alimenté par un générateur idéal de tension sinusoïdale. Donc une résistance, une bobine d'auto-inductance L et un condo de capacité C. Donc, si je regarde à basse fréquence, donc on a dit à basse fréquence, la bobine c'est un fil, et le condo c'est un interrupteur ouvert, donc on obtient ça. Alors, je mets quand même 2 points pour voir que c'était là qu'il y avait la bobine. Hop. Voilà ce qu'on obtient. Donc, utilisons maintenant les dipôles équivalents. Donc ce qu'on sait, c'est que ici, vu que c'est un fil, eh bien, la tension est nulle, quelle que soit l'intensité. Et ici, ce que je sais, c'est que, quelle que soit la tension, l'intensité qui rentre dans le condo est nulle. Mais cette intensité, c'est l'intensité qu'il y a en fait dans tout le circuit. Donc j'en déduis que l'intensité est nulle. Ici, je sais que UL est égal à 0. Et regardez, ce qui est top, c'est que je vais pouvoir tout déterminer, parce que maintenant que je sais que l'intensité est nulle dans tout le circuit, vu que UR c'est RI, eh bien j'en déduis que UR est nul aussi. Et du coup, si je fais la loi des mailles dans ce circuit, E égale UR plus UL plus UC, mais vu que ces deux-là sont nuls, eh bien j'en déduis que UC, c'est E. Donc grâce au dipôle équivalent, je viens de déterminer toutes les grandeurs à basse fréquence. Alors évidemment, ce sont des limites, hein. UC tend vers E, c'est quasiment E à basse fréquence. Mais voilà, ça nous donne déjà une idée de toutes les grandeurs dans le circuit. Je fais la même chose à haute fréquence. Donc la résistance reste elle-même. La bobine, cette fois-ci, c'est un interrupteur ouvert. Le condo, c'est un fil. Hop. Voilà. Voilà, c'est bon. Donc maintenant, je fais pareil. J'écris tout de suite ce que me permettent de dire les dipôles équivalents. Donc je sais qu'ici j'ai un fil, donc il n'y a pas de tension aux bornes. Ici j'ai un interrupteur ouvert, donc je ne connais pas la tension,
mais je sais que l'intensité est nulle, donc l'intensité dans tout le circuit est à nouveau nulle. Et donc UR est nul, et ensuite par loi d'Émaille, eh bien ça c'est E de T. Donc à nouveau, on sait tout. Et alors pour anticiper encore une fois sur le prochain chapitre, ça veut dire que par exemple, si vous voulez un filtre qu'on appelle par exemple passe bas, ça veut dire un filtre dont la réponse est importante à basse fréquence et au contraire très faible à haute fréquence, eh bien il suffira de prendre la tension aux bornes du condensateur, puisqu'on voit que la tension aux bornes du condensateur est importante à basse fréquence, puisque c'est la tension du générateur, et elle est nulle à haute fréquence. Donc en fait, on ne récupérera que les basses fréquences en prenant la tension aux bornes du condensateur. Bon, ça paraît peut-être pas très clair, mais on verra dans le dernier chapitre. Voilà pour cette première vidéo, donc, qui nous a permis de présenter ce qu'était l'impédance complexe, et de déterminer l'impédance complexe des éléments de base, et ce qu'on peut en déduire, donc les dipôles équivalents. Donc dans la deuxième vidéo, on va voir du coup comment, dans des circuits complexes, déterminer les grandeurs grâce aux impédances.